Hello! Aujourd'hui, on va faire une vidéo avis lecture, notamment sur les lectures que j'ai lues cet été. Je peux vous dire déjà que j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 romans. J'ai pas lu de non-fiction pendant l'été. J'ai matière à lire, mais je sais pas, j'avais pas forcément envie de lire ça, donc je me suis concentrée sur d'autres lectures. J'ai lu un livre en anglais, j'ai lu 2 livres classiques écrits par des femmes, et j'ai lu un livre que j'ai trouvé un peu au pif en librairie et que j'ai tellement aimé que j'ai déjà lu le 2e tome. Donc bref, je vais vous en parler de tout ça. Je vais prendre par ordre chronologique. Tout d'abord, j'ai lu Emma de Jane Austen. Comme je vous ai déjà dit sur cette chaîne, en fait, j'ai envie de lire des classiques, enfin des auteurs et des autrices classiques, mais pas forcément leurs textes les plus connus. Je me dis toujours que ça va pas forcément être hyper intéressant pour vous, et en plus de ça, moi j'ai envie de découvrir autrement un auteur ou une autrice. Et Jane Austen en particulier, je connais déjà Persuasion, je connais déjà Orgueil et Préjugés. Et Emma, pour le coup, je ne connaissais pas du tout, donc je me suis dit que ça allait être intéressant. Et pour tout vous dire, donc c'était un roman très réaliste, potentiellement ce que j'aime beaucoup lire. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus centré sur les émotions du personnage principal, Emma donc. En réalité, c'est beaucoup plus un roman des mœurs, un roman d'apprentissage même. Et j'avoue que ça, j'en lis assez peu, je crois, ou alors je les ai pas identifiés comme tels. Mais c'est vrai que les histoires de personnages qui apprennent un petit peu la vie, qui la découvrent un peu sur le tas et tout, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Et tout ce qui est histoire des mœurs, pour le coup, ça pourrait m'intéresser. Tout ce qui est un peu zone grise, enfin, tu sais, tout est pas tout noir, tout est pas tout blanc. Et en même temps, jongler un peu avec tout ça, ça m'intéresse pour le coup un peu plus. Et là, je vous avoue que Emma, je suis restée très en dehors, alors que pourtant les histoires de Jane Austen, ça me parle beaucoup. C'est voilà, l'Angleterre, les robes, les balles, enfin... L'autrice est elle-même anglaise, moi c'est des décors, des paysages par exemple extérieurs que j'aime beaucoup, une architecture que j'aime beaucoup, donc ça me parle quand même pas mal de base. Et là j'ai moyennement accroché. On a un personnage qui va très rapidement rencontrer un Gus. Alors là, l'écart d'âge est moins grand, je trouve, que certains textes que j'ai pu lire dernièrement. Déjà, Emma est majeure, elle a 21 ans, il me semble. Donc voilà, elle a pas 18-19, mais bon, elle est quand même pas très âgée. Et le Gus en question, de mémoire, il a 36 ou 37, j'arrive plus à me rappeler, donc il a pas encore 40 ans. Donc ça reste un écart d'âge beaucoup trop grand quand même, dans le sens où les hommes à cette époque ont un appui social, une aisance financière. Enfin, ils ont beaucoup de pouvoirs sociaux, beaucoup plus que les jeunes femmes, et du coup, il y a forcément un gap, une ascendance qu'ils peuvent avoir sur eux, et souvent avec une position de supériorité qui rend le truc assez malsain. Donc voilà, il y a déjà ça. Et là, vous allez avoir pas mal de relations cachées, et en même temps, je sais pas si je l'aime et machin. Il y a beaucoup d'histoires autour de l'amour quand même. Alors beaucoup avec Jane Austen, hein, mais des fois il y a des textes où je trouve qu'on se concentre presque plus sur la jeune femme qu'on suit. Et là en soi c'est le cas, mais je sais pas, j'ai moins eu d'affect pour Emma que pour d'autres personnages. Elizabeth Bennet. Ceci dit, il y a quand même des trucs hyper intéressants. Par exemple, il y a énormément dans ce texte d'interventions sur le roman en tant que tel. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de discussions entre les protagonistes sur le fait que le roman, c'est quelque chose qu'on va associer aux femmes, qui est réservé pour les femmes, et donc évidemment que c'est de la sous-littérature. Et on va avoir des personnages qui vont défendre ça, des hommes qui vont en lire aussi, mais qui vont pas forcément essayer de le revendiquer sur la place publique. Et c'est un sujet qui revient énormément. Et là, je me dis qu'on a peut-être possiblement le point de vue de l'autrice qui essaye de caler ça absolument, mais je trouvais ça assez bien écrit sur ces questions-là, les dialogues sont crédibles, je trouve. Donc là-dessus, c'était assez intéressant de voir ça dans un roman de cette époque, tout bonnement. Et comme toute histoire d'amour, il y a cette espèce de rencontre où on est tout feu tout flamme, où possiblement on va se rapprocher. Ensuite, il y a un quiproquo qui les éloigne, résolution du quiproquo, ils se mettent en couple. Ça, c'est un peu le schéma classique des romances, on va dire. Et là, je trouve que le quiproquo, alors généralement, c'est toujours un peu léger, mais celui-là, je le trouve particulièrement léger. Ce que je vais dire ne spoil pas, mais si vous avez pas envie, je vous mets le timecode, ça va durer 30 secondes. Mais il y a vraiment cette histoire de on a vu une personne en charrette, on n'a pas pu s'arrêter parce qu'on nous a pas donné l'autorisation de le faire, et du coup la personne pendant la moitié du roman croit que la personne l'a snobé, et c'est tout. Et genre, tu sais, parlez-vous. C'est trop bizarre, sachant que le personnage en question qui n'a pas été voir la charrette est en mode je suis sûre qu'il va imaginer ça, donc vas-y va voir le personnage. Enfin c'était trop très léger je trouve au niveau intrigue. Voilà, fin du pseudo spoil. Et ensuite, on a quand même des problématiques beaucoup plus systémiques, ça reste très léger, mais on a quand même le zozo, le homme en question, qui va dire que les pensées des femmes restent
très légères, par exemple. On a aussi des réflexions qui sont... comment ils l'ont formulé? Ah si, c'était riche comme un juif, par exemple, qui, encore une fois, est très daté comme appellation. Après, encore une fois, ça reste très rare dans le récit, mais c'est quand même mentionné à quelques reprises, donc voilà, je préfère vous le dire aussi, pour les personnes que ça trigger beaucoup trop d'avoir quelques phrases éparses comme ça. Et du coup, le roman se divise vraiment en deux parties, avec une deuxième partie beaucoup plus gothique, et je trouve qu'elle coupe énormément de la première partie. J'ai eu l'impression de lire deux romans différents. Il y a eu cette espèce de modification des dynamiques relationnelles qui me parlait pas du tout. Je trouvais ça presque hors sujet pour le coup. Et j'ai pas du tout accroché à cette deuxième partie. J'ai même eu du mal à finir. Donc je pense que ça peut plaire à des personnes parce que c'était border, pas fantastique, mais voilà, c'était un peu étrange comme ambiance et tout. Logiquement, ça aurait dû me plaire. Mais en fait, avec les persos en question, l'histoire en question, j'ai eu l'impression un petit peu que l'autrice avait envie de mettre quelque chose de gothique, elle l'a un peu mis là et faites-en ce que vous voulez. Après, j'ai peut-être très mal interprété, il y a peut-être une volonté derrière que je ne connais pas, mais en tant que lectrice actuelle, avec ce que j'aime lire en général, moi ça m'a très peu parlé. J'étais un peu triste en vrai parce que j'avais envie de l'aimer ce texte, mais bon, c'est comme ça. Et alors ensuite, mon coup de cœur de l'été, vraiment, je suis allée au Royaume-Uni, à Londres, je vous ai fait un vlog sur le sujet. Et forcément, quand je suis aux États-Unis, pas du tout. Quand je suis au Royaume-Uni, j'aime beaucoup flâner dans les librairies. Déjà parce qu'il y a des romans qui ne sont pas traduits en français ou qui ne le sont pas encore. Et aussi parce que je les trouve beaucoup plus beaux, honnêtement. Et aussi souvent beaucoup moins chers. Donc ça m'arrive très souvent d'acheter des livres au Royaume-Uni parce que j'ai la chance d'aller beaucoup en Angleterre et en Écosse. Donc j'ai tendance à acheter là-bas. Et là, j'ai acheté donc un livre d'Angela Davis sur les prisons. Et en fiction, je suis tombée sur une couverture qui m'a juste appelée. Genre, elle est sublime, je trouve. Et elle m'a vraiment... Je sais pas, elle m'a parlé. C'était un peu comme les anciennes VHS, je trouve, au niveau graphisme et tout. Et en fait, en lisant la 4e de couve, j'ai trouvé ça, mais... ça m'appelait. Honnêtement, ça m'appelait. Ça s'appelle Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman. C'est un texte, je crois, qui a d'abord été posté en ligne au fur et à mesure. Je crois même qu'il est toujours en cours d'actualisation. Il y a 8 tomes en anglais, il me semble, où le 8e va sortir. Et en français, pour l'instant, il n'y en a que 2. Le 3e sort à la rentrée, donc je suis on fire. J'ai trop peur de me faire spoiler. Mais bon, au pire, je le lirai en anglais au bout d'un moment. Et en fait, ce qui m'a parlé de ouf, je vous raconte un peu l'histoire après, mais ce qui m'a parlé, c'est que un des deux personnages principaux est un chat. Et je sais que ça va pas parler à grand monde, mais moi, c'est le premier truc qui m'a fait dire que j'avais envie de le lire. Et en gros, c'est un récit de fin du monde. Alors, je vais vous donner le pitch de base. En gros, il y a une journée, tout s'effondre sur Terre et des escaliers vont apparaître un peu partout. Il y a déjà énormément de personnes qui sont décédées et vous allez avoir une partie de la population qui a survécu parce que les bâtiments ne leur sont pas tombés dessus, par exemple. Et en fait, on a un homme, Carl, qui était chez lui, qui vient de rompre avec sa meuf qui l'a trompé en Thaïlande et qui garde son chat jusqu'à ce qu'elle revienne chez eux en attendant. Et le chat s'est tiré par la fenêtre. Donc lui, il a couru après le chat. Il était en crocs, en slip, il a juste mis une veste rapido et il est parti dehors chercher le chat et donc il n'y a pas eu le... Oui, Gotham. Pile quand je parle de chat. Oui, mon bébé. Oui. Oui, t'es belle. Viens dire bonjour à la caméra. Regardez comme elle est belle. Et donc il a couru après le chat et c'est ça qui l'a sauvé. Il y a eu une espèce de voix off qui leur a expliqué la chose dans une langue qui fait que tout le monde la comprend, c'est expliqué dans le récit. Et en fait il est dit qu'il y a des donjons sous terre sur plusieurs niveaux et que la personne qui arrive à terminer tous les niveaux va pouvoir régner sur la planète. Et en fait c'est une histoire d'extraterrestres tout bonnement. On va avoir toute la galaxie, différentes espèces et tout, qui vont regarder une télé-réalité où tous les humains vont se battre à l'intérieur. Et ce qui me parle énormément, les geeks, je vous le conseille fois 8000, c'est que c'est très proche du MMORPG. C'est-à-dire que vous avez des quêtes, vous avez une guilde de tuto, vous avez des inventaires, des chats en interne, vous avez une équipe, vous avez des mobs qui peuvent évoluer, vous gagnez des niveaux, vous pouvez changer d'espèce au fur et à mesure des niveaux. Tous les niveaux sont extrêmement différents, donc c'est hyper intéressant. Tout est très bien expliqué. Après, je trouve que c'est un texte, si vous n'avez pas le vocabulaire de base, il va pas forcément être expliqué. Par contre, si vous êtes un peu jeu vidéo mais pas trop, ça va être très lisible parce que tout est très bien expliqué. Et donc on a Carl et Princesse Donut qui vont vivre là-dedans. Et voilà, en fait, ils vont graviter là-dedans. Il va y avoir des talk shows, il va y avoir des... Franchement, il y a des plot twists que j'ai trouvé hyper intéressants. Au début, je me suis dit, ah, ça ressemble un peu à Hunger Games. Pas du tout, honnêtement pas du tout. Même au niveau des talk shows, il y en a plusieurs, il y en a des hyper cringe, il y a des tables rondes sur certains.
va y avoir aussi évidemment des shows type Oprah Winfrey. Et donc chacun des personnages va aussi avoir ses spécificités. Carl, c'est une personne qui va travailler principalement sur le physique, mais aussi sur pas la pyrotechnie, mais en gros il va confectionner des trucs explosifs. Et Donut, elle va être beaucoup plus dans la magie, dans l'agilité. Leur relation est trop cool à eux deux. Enfin, il y a des raptors si vous voulez. Enfin vraiment, et il y a énormément d'espèces qui sont créées aussi, qui sont hyper pertinentes. Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper intéressant. Je l'ai lu en français par contre pour le coup. Mon copain l'a lu en anglais lui. Et je vous dis cette précision parce que moi je trouve qu'il y a eu des phrases un peu border au début où je me suis dit tiens ça c'est un peu sexiste, tiens ça peut être très légèrement interprété comme raciste. Et en fait, pas du tout. En anglais, ça n'apparaît pas du tout. Donc là, pour le coup, la trad, je pense, sur certaines phrases, a un peu mélangé certains sujets. Et c'est un peu... Voilà. Donc si vous le lisez en français, vous allez... Honnêtement, j'ai dû avoir 3 trucs de relevé. Après, c'est peut-être moi qui ai lu en diagonale à certains moments, j'ai peut-être pas fait gaffe, mais par exemple, il y a un groupe, une équipe, qui est composée de personnes qu'on nomme... En gros, c'est qualifié d'équipe des Africains. Et en anglais, apparemment, c'est pas du tout écrit comme ça. Là, c'est vraiment en mode, ils ont écrit un groupe d'Africains avec des calaches. Et il y a une révolution en interne parce que, mon Dieu, voilà, ils savent pas se tenir. Mais par exemple, en anglais, il s'appelle Le Mouvement, tu vois. Donc ça n'a rien à voir. En anglais, c'est pas du tout ça. Donc je pense qu'en français, c'est juste quelques phrases mal traduites qui font que ça donne cette impression. Et du coup, moi, ça m'a un peu dérangé à la lecture, alors qu'en anglais, c'est pas le cas. Après, cette équipe, on la voit jamais, donc encore une fois, ça reste 3 phrases qui se battent en duel. Par exemple, il y a des meufs aussi qui sont qualifiées de putes, alors qu'en anglais, c'est bitch. Tu vois, c'est pas du tout... C'est pas équilibré, je trouve. Après aussi, on va pas se mentir, c'est un texte qui est quand même très vulgaire. On va avoir le mot branlé, on va avoir aussi des qualifications de fois... Enfin, la tarée, machin. Donc ça peut être un peu psychophobe aussi. Et en même temps, on va critiquer ouvertement le privilège des hommes blancs. Enfin, j'ai été me renseigner sur l'auteur, honnêtement, il est super cool, vraiment. Donc c'est vraiment certains personnages, en fait, qui sont nuls, et ils sont décrits comme nuls, surtout. Donc là-dessus, moi, ça me dérange pas du tout. Et aussi, sur la 4e de couve, d'ailleurs, il y avait noté que c'était un texte assez violent visuellement. Moi, je trouve pas parce que c'est très... je vais pas dire nanar parce que c'est pas le cas, mais c'est formulé de manière très très légère. Donc, même quand ils vont écraser quelqu'un ou tuer quelqu'un, ça reste très light, franchement, physiquement. Il y a des mentions faites de sang, de choses comme ça. Il y a des problématiques de moralité aussi, enfin c'est hyper intéressant, c'est hyper complet. Honnêtement, là je vous ai mis les quelques défauts que j'ai trouvés, mais c'est même pas 0,01% du récit. La grande majorité, je l'ai trouvé incroyable. Vraiment, le fait aussi que ce soit un personnage principal masculin, je me suis dit, ah merde, encore un, enfin... C'est la première personne du singulier, en plus je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie d'être dans sa tête. Et en fait, ce mec est sain, tout bonnement. Il est équilibré... Enfin, je sais pas, genre sa relation avec le chat est incroyable. Même son ex, elle l'a trompé. Moi, je le trouve hyper sain dans sa réaction. Au niveau de la moralité, il est hyper intéressant aussi. Vraiment, je le trouve très très bien écrit. Donc, j'ai lu le tome 1 en quelques jours à peine. Je l'ai trouvé vraiment à fond. J'ai dit à mon copain, il faut que tu le lises parce que j'ai besoin de débriefer dessus. Il l'a lu lui aussi en quelques jours à peine. On a enchaîné avec le tome 2, pareil, quelques jours à peine. Honnêtement, j'ai préféré le tome 1. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo revue lecture, c'est comme ce Wire d'Elodie H. Fredwell. J'ai souvent plus de mal avec les romans du milieu, c'est-à-dire que les mises en place d'univers, j'adore ça. Et là, comme c'est un roman quand même d'action, on va pas se mentir, il y a beaucoup plus d'action et ça, moi, c'est pas ce à quoi j'accroche le plus. Mais l'univers est hyper crédible, les personnages secondaires qui viennent se greffer à tout ça sont hyper crédibles. Les évolutions aussi, ils vont avoir une classe, différentes espèces et tout, je les trouve super chouettes. Tout ce qui est aussi cette espèce de multinationale au pouvoir des extraterrestres et tout, qui possède ce truc, vraiment, c'est hyper crédible aussi. Et il y a plusieurs conflits en interne aussi avec les extraterrestres, et du coup, c'est hyper intéressant. Et en même temps, vous n'avez pas cette notion de dans l'espace, c'est pas non plus de la SF de ce côté-là. Donc vraiment, c'est... un livre d'aventure dans un jeu vidéo en fin du monde, avec des gens qui ne sont pas humains et des humains. Et il y a plein de choses hyper intéressantes. Par exemple, il y a une maison de retraite qui est descendue dans ce donjon, et du coup, on va essayer de les accompagner aussi là-dedans. Enfin, pas forcément le personnage principal, mais on va avoir des bribes de récits de ce groupe-là. Il y a des bugs aussi. Enfin, tout est hyper crédible. Il va y avoir des bugs dedans qui vont être résolus. Il y a, enfin je sais pas, je trouve ça, tous les détails sont hyper bien pensés. On voit que c'est un mec qui a eu l'habitude clairement de jouer à ce type de jeu, mais si vous aimez jouer et lire,
c'est vraiment le type de récit qui peut vous faire kiffer. Personnellement, je ne joue pas au MMORPG, mais ça me parle. Et du coup, j'ai trouvé ça très facile d'accès à lire quand on a un peu le vocabulaire. Ça me fait énormément penser au Donjon de Nullbuck. Alors pas dans le côté médiéval, mais un peu dans l'humour dans certains aspects, dans cette histoire de quête d'aventure et tout. Je trouve que c'est assez... Alors pas similaire du tout, parce que voilà... Mais on y retrouve un peu des vibes. Si vous avez aimé le Donjon de Nullbuck, je pense que vous pouvez aimer. Perso, moi j'avais commencé à les écouter au collège en audio. Enfin, j'avais vraiment... C'était un truc que j'écoutais en boucle, les chansons du Donjon de Nullbuck et tout. Et j'ai commencé à acheter les BD, mais en fait ça me coûte assez cher, donc j'avais arrêté de les acheter. Mais je pense qu'un jour je les rachèterai. Je crois que j'ai deux BD du Donjon de Nullbuck. Mais bref, tout ça pour dire que ce livre, vraiment, je vous le recommande, conseille, les yeux fermés. Vraiment, j'ai insisté sur les problématiques parce que je sais qu'il y a des personnes où même une seule phrase, c'est trop pour eux, donc je préférais le préciser. Mais le reste, je le trouve sain, équilibré, réfléchi, renseigné sur beaucoup de sujets, sensible, innovant sur plein de trucs, sur plein d'aspects. Le fait qu'il y ait des personnages vieux, handicapés, des jeunes filles seules, des animaux, enfin... Et on prend soin des animaux, enfin voilà, tous ces trucs-là, je les trouve hyper touchants. Et on va parler de problématiques politiques aussi dedans, qui sont évidemment d'actualité et évidemment hyper crédibles, donc du coup ça fonctionne aussi. Et je trouve le positionnement de l'auteur hyper chouette, c'est juste que des fois il y a certains personnages qui sont nuls, en fait, tout bonnement, et qui disent des trucs nuls, mais parce que eux-mêmes sont nuls, en fait. Mais du coup, même s'il y a des personnages qui vont être qualifiés de méchants, je sais qu'il y a des personnes dont les propos de ce méchant, enfin ça va les déranger. Donc voilà, je préférais ne pas passer au-dessus. Mais bref, si ça ne vous trigger pas, en tout cas, honnêtement, ça a dû être, je pense, 6 phrases dans 800 pages que j'ai lues. Et vraiment, tout le reste est sain. Enfin vraiment, je vous dis, le rapport aux femmes que Karl a est hyper sain. Le rapport, les descriptions de plein de personnages sont hyper sains. Cette attention portée aux personnes âgées, je le trouve archi cute. Et les quêtes aussi, elles sont bien pensées. Enfin, vraiment... Enfin, voilà, un truc con, mais il va y avoir toute une quête sur ce qu'ils vont appeler des prostituées. Et en fait, non, la majeure partie du récit va les appeler soit prostituées, soit putes, parce que c'est un jeu vidéo créé par des méchants, c'est des méchants qui vont en parler, mais en même temps, t'as le personnage principal qui va parler de travailleuse du sexe. Donc voilà, vous avez cet équilibre au niveau du vocabulaire qui est souvent contrebalancé par un personnage qui va, lui, employer d'autres terminologies, parce que c'est celle-là les bonnes, en fait. Donc je le trouve bien, honnêtement, ce livre pour ça. Et je vais juste pas suivre Matt Diniman sur les réseaux, parce que j'ai trop peur de me faire spoil. Mais vraiment, le fait que ce texte ait été d'abord publié en ligne, ensuite en auto-édition, ensuite qu'il soit traduit... Enfin, il y a une série aussi apparemment qui va sortir. Enfin, moi, je suis ouf de ce truc parce que au début, je me suis vraiment dit, vas-y, on suit un mec en slip, en crocs, ça va être cliché, ça va être un peu boomer. Pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Et il est drôle aussi, ce livre. Vraiment, il est drôle. Les 2 tomes, voilà. Le 3e sort bientôt, je vais le bouffer dès qu'il sort. Voilà. J'adore. Aussi, le personnage, il a 30 ans. Tu sais, c'est pas un mec de 19, là, comme à chaque fois, là, qui... Moi, j'en peux plus des lycéens, en fait, tout moment. D'ailleurs, en parlant de lycéens, j'ai lu, comme vous l'avez vu, dans le vlog lecture, Nobody in Particular de Becky Albertalli. Je vous ai fait le vlog où je vous ai assez peu spoilé le texte, même pas spoilé d'ailleurs. Je vous ai vraiment parlé du processus de lecture, mais je vous ai assez peu donné mon avis. C'est donc une romance lesbienne entre deux jeunes filles qui sont dans un lycée, pas privé, mais UP, on va dire, où il y a beaucoup de riches, et nous avons forcément une princesse dedans et une jeune fille qui arrive là parce que elle vient un peu du milieu prolétaire. Voilà, enfin, prolétaire. Voilà, on s'entend. Middle class plutôt. Et on a les 2 points de vue, des chapitres qui s'alternent entre les deux. Je vous avoue que j'ai préféré un des 2 points de vue, donc forcément quand ça arrive, il y a des chapitres que t'aimes moins lire que d'autres. Trigger warning pour les personnes qui aiment pas ça, il y a quand même des problématiques sur le deuil, la drogue et l'alcool. Ça reste du young adulte, donc j'ai trouvé ça très léger dans le traitement de ces thématiques-là, hein, quand même, on va pas se mentir. Ça se lit hyper facilement, c'est très léger. L'histoire d'amour principale, elle est mimes. Les histoires secondaires d'amitié, d'habitude j'aime ça, là elles m'ont laissé très indifférente. Après j'ai trouvé la fin un peu cucu, on va pas se mentir, un peu facile aussi, parce qu'au début il y a toute cette question de elle va devenir reine et en même temps elle va avoir une relation lesbienne, donc comment on fait? Et en même temps elles sont au lycée, vas-y, c'est pas forcément celle qu'elle va épouser plus tard, tu sais. Donc il y a ces questions-là qui sont hyper présentes, et tu vois que l'autrice a voulu questionner ça, parce qu'en effet c'est une problématique actuelle qui est très
légitime. Mais le fait que les protagonistes soient au lycée, je trouve que ça a un peu bloqué là-dessus. Je vous ai dit Becky Albertalli, pas du tout, c'est Sophie Gonzalez. Becky Albertalli, elle a juste écrit So Good. Elle a juste donné son avis, en fait. Rien à voir. C'est Sophie Gonzalez qui l'a écrit. Mais voilà, écoutez, c'est sympa. Moi, ça m'a dérangé juste parce qu'il y a des scènes de sexe très courtes. Il y en a 2, si je dis pas de conneries. Elles sont un peu explicites, mais ça reste léger. Mais lire du sexe entre lycéennes, moi, ça m'intéresse pas. Par contre, il est plutôt sain, je l'ai lu pour savoir, justement. Et si vous avez des lycéens, des lycéennes, des adolescents, des jeunes adultes qui ont besoin de lire des représentations de sexualité de première fois qui se passent bien, dans ce livre, c'est plutôt bien fait, honnêtement. Après, voilà, je trouve que ça casse pas 3 pattes à un canard. Moi, ça m'a plu parce que j'avais envie de lire une comédie légère qui impliquait pas grand-chose. Donc là-dessus, voilà, ça se lit. Il y a un bal. Moi, j'aime bien quand il y a des fêtes de la royauté avec des grandes robes. Moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Après, voilà, la meuf, elle devient hyper amie avec les meufs qu'elle a rencontrées 3 secondes. Moi, ça me parle assez peu. Enfin, au niveau relationnel, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu... pas très travaillés, entre grosses guillemets, hein, encore une fois. Mais voilà, en tant que young adulte, très sympa, très léger. Ça se lit bien, mais peut-être qu'il y a d'autres comédies romantiques plus sympas à découvrir. Je sais pas. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Moi je dis Woolf. J'avais très envie aussi de lire les textes de cette femme. Elle est hyper connue pour plein de choses hyper chouettes. Et j'avais envie de lire un de ses textes, et Mrs. Dalloway, pourquoi pas, écoutez, fallait bien que je commence quelque part. Encore une fois, ça fait partie de ces textes, je vous en ai déjà parlé, que je n'arrive pas à résumer, parce que finalement, on se concentre juste sur un personnage qui habite dans Londres et qui va vivre une journée random, et en fait, les phrases, elles sont un peu poétiques et tout, et du coup, ça part un peu, forcément, dans tous les sens, parce que, oh, une fleur, oh, une pensée, ce qui est très joli à lire, mais du coup, d'un seul coup, ah, mais en fait, elle était dans une boutique, et t'avais pas compris depuis le début. Enfin, moi en tout cas, c'est le genre de texte qui me sort du récit. Je sais que c'est facile d'accès si tu te concentres, mais moi j'avais pas envie de me concentrer pour ce texte. Donc du coup, j'étais pas à fond dedans. Et par contre, au niveau écriture, je trouve qu'il y avait un espèce on pourrait faire un pont avec le théâtre un petit peu. Genre, il y avait beaucoup d'envolées, de répétitions, tu sais, enfin, les dialogues font très théâtral, je trouve. C'est pas forcément gênant, mais si vous aimez le théâtre, possiblement vous allez aimer ce texte. J'ai complètement oublié de vous dire d'ailleurs, Emma de Jane Austen, il a été publié au début, dans les années 1800, je crois que c'est 1815-1816, je me rappelle plus ce que j'ai lu, alors que Virginia Woolf, c'est 1900, enfin les années 20 de 1900. Donc voilà, c'est des classiques mais qui n'ont pas la même temporalité, il y a un siècle d'écart entre ces femmes. Par contre, ce qu'on retrouve, c'est principalement des mises en valeur, des fois d'hommes bien. Des hommes, là, dans Virginia Woolf, qui vont voir de l'art dans le monde, qui vont aimer les livres, enfin voilà, des représentations qui, des fois, à l'heure actuelle, dans certains textes, on peine encore à voir. Surtout quand l'auteur est un homme. Après, venez pas me chialer des not all men, je sais qu'il y a de la poésie dans Victor Hugo, ne vous inquiétez pas. Par exemple, on a aussi un homme qui revient de plusieurs années en Inde, et qui va, du coup, ça va permettre de souligner les avancées, en fait, qu'il y a eu. Par exemple, il va s'étonner que les femmes remettent se repoudre dans l'espace public, qu'on va parler des WC publics sans mettre les formes, par exemple, et enfin, qu'on va parler des WC en public sans mettre les formes. Et du coup, il en est pas forcément outré, il en est juste étonné. Et je trouve ça aussi assez sain, là-dedans, de permettre de trouver dans le récit une façon de montrer ces évolutions qui peuvent surprendre, mais qui sont pas graves non plus, même pour un homme. Et il y a des mentions enfin, il y a des aspects hyper engagés. Par exemple, vous avez une femme qui va critiquer très fortement la classe moyenne anglaise, enfin surtout les hommes de classe moyenne anglaise, ce qui est hyper intéressant parce que souvent on va critiquer la bourgeoisie en fait. Et là, le fait de critiquer aussi la classe moyenne, ça montre l'écart des classes sociales réelles en fait, avec par exemple les ouvriers, les familles très précaires. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant que pour une fois, ce soit la classe moyenne aussi qui soit critiquée par une femme dans un débat public avec un homme justement, et qu'elle lui tient tête. Et j'ai trouvé ça hyper chouette dans un texte des années 20 justement. Après, il y en a peut-être plein qui le font et moi je ne les ai pas lus, mais j'ai trouvé ça cool. Surtout que ce débat porte sur le droit des femmes justement. Et il y a tout un questionnement aussi de la masculinité. Par exemple, on a un homme qui a arrêté de chasser pour faire plaisir à sa mère. Mais genre en mode, pour de vrai, pas en mode le gars a une relation toxique avec sa mère, c'est genre sa mère, elle trouve que la chasse c'est cringe. Et du coup, le mec il se dit ah ouais, et du coup il arrête.
Et je sais pas, j'ai trouvé ça hyper cool. Parce que pareil, critiquer la chasse, ça reste encore quelque chose d'un peu compliqué. Même si la chasse, oui, on le sait. Mais souvent, les personnes qui lisent des trucs classiques et qui vont le revendiquer avec des grands gestes et des grandes voix qui portent fort, et qui en réalité ont lu 3 livres classiques au lycée, sont souvent des défenseurs des traditions et fait qu'il ne faut pas changer le monde, et possiblement d'éléments comme la chasse. Voilà. Je parle bien sûr d'expérience personnelle, ne venez pas vous offusquer et m'insulter. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais dites-le juste en commentaire de manière bienveillante et on peut en discuter si vous avez des contre-exemples, ou même juste si vous n'êtes pas d'accord par principe. C'est normal, on n'est pas obligé d'avoir tous le même avis. Et d'ailleurs, j'ai très envie de lire d'autres textes de Virginia Woolf. Celui-là m'a pas trop plu, honnêtement. Je suis restée très en dehors, justement, du fait de son côté un peu poétique, un peu... C'est pas toujours ce qui se passe dans le récit, moi ça me parle assez peu. Mais j'ai envie de lire d'autres textes. Par exemple, il y a Orlando qui me fait de l'œil. Parce que, apparemment, je crois que Virginia Woolf était mariée à un homme, mais c'est connu qu'elle a eu une relation avec une femme qui s'appelle Vita. Il y a des extraits de leurs lettres qui sont publics, où ça se lit clairement. Et il est dit que Orlando, justement, est une espèce de déclaration à cette femme. Du coup, j'aimerais bien le lire. Honnêtement, ça m'intrigue vraiment. Donc voilà, peut-être qu'un jour, si j'oublie pas, je le lirai. Il y a aussi quelque chose d'hyper intéressant, il y a un personnage qui va être anti-police d'ailleurs, disant que la police devrait foutre la paix aux travailleurs du sexe et qu'ils devraient se concentrer bien plus sur les problèmes de justice, c'est-à-dire la justice sociale. Et je trouve ça hyper juste, voyez-vous. D'ailleurs, ça a beau être une fiction, ils vont parler de l'autrice Émilie Brontë. Je vous ai parlé d'un texte de Charlotte Brontë à la vidéo d'avant. Émilie, c'est sa sœur, du coup, donc je trouve ça assez intéressant aussi qu'elle soit mentionnée dans ce texte. Surtout que très souvent, en effet, les auteurs qui vont être mentionnés, ça va être encore une fois des Voltaire, des Corneille, des Victor Hugo, tout ça. Donc là, j'ai trouvé ça assez frais que ce soit Émilie Brontë qui soit nommée. Donc je me permets de vous le souligner. Il y a quelques phrases sur les Arméniens et les Albanais. Je n'ai pas compris quel était le point de vue de l'autrice sur la question et je ne m'y connais pas du tout assez sur les questions politiques autour de tout ça. Voilà, je le place là, ça je ne sais pas. Mais bref, le reste autour de ça, je pense que ça peut plaire à plein de personnes. Moi ça me plaît pas parce que c'est pas le style de texte que j'aime lire. Mais par contre, il y a énormément de choses très chouettes politiquement dedans et ça permet, ça nécessite, je trouve, d'être souligné. Voilà. Fin de mes lectures de l'été. La prochaine vidéo sera sur les lectures que j'ai lues en voyage. Normalement, vous le savez déjà, mais je pars 1 mois en Chine, plus d'1 mois en Corée du Sud. Donc je vais bouquiner aussi là-bas. J'ai blindé ma liseuse parce que les livres c'est trop lourd pour faire un voyage backpack, voyez-vous. Mais je compte bien lire et je vais avoir pas mal de trains, l'avion, tout ça. Donc ça va être l'occasion de bouquiner, donc je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai lu en voyage, qui logiquement pareil sera de la fiction parce que j'ai pas envie pour l'instant de lire de la non-fiction. Pendant que je suis en voyage, c'est des livres en fait sur lesquels j'aime mettre des post-it ou prendre des notes et tout, et là du fait de lire sur liseuse, c'est pas forcément adapté je trouve. Même si on peut prendre des notes sur les liseuses, moi j'aime bien avoir mon livre en physique, le feuilleter pour retrouver mes post-it, et en liseuse, faut vraiment balayer, c'est un peu lourd. Je trouve, c'est un peu difficile, je trouve ça pas pratique honnêtement. Donc je préfère les lire en papier, donc j'en lirai sans doute en fin d'année. Mais pour l'instant, je vais me concentrer un peu sur la fiction. Et voilà, je vous tiens au courant. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker, vous abonner. Je crois que j'ai déjà dit liker. Je suis désolée de le demander, mais je sais pas comment le faire autrement, parce que beaucoup de gens, moi la première, oublient de le faire sur les vidéos de créatrices que j'aime bien, donc je le rappelle aussi. J'ai un Patreon si tu veux m'aider financièrement pour la création de mes vidéos. Par exemple, pour acheter un micro, ce serait pas du luxe, et mon ordi est en train de lâcher également, donc le montage devient très compliqué. Je passe honnêtement le double de temps. Déplacer un bloc me prend 4 secondes. C'est hyper lent, ça rame, c'est dur honnêtement. Mais bref, en tout cas je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur cette chaîne. Actuellement on est 1170. Peut-être que d'ici là ça aura changé. En tout cas j'ai essayé de vous planifier plein de vidéos pour que justement pendant mon voyage vous ayez du contenu. Ça m'a demandé énormément de taf en amont. Mais j'avais pas envie d'abandonner ma chaîne pendant 2 mois. Donc si je ne réponds pas aux commentaires, c'est parce que je n'ai pas accès peut-être à internet. Ne vous en offusquez pas, je répondrai en novembre sans souci, ou avant si je peux. Donc voilà, sachez que les vidéos sont programmées, surtout qu'en Chine je n'aurai pas accès à tout ce qui est lié à Google, à Meta, donc j'aurai sans doute pas de possibilité d'accéder à YouTube. En Corée ça posera pas de problème. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'en septembre je n'y aurai pas accès. Donc prenez soin de vous, on se retrouve à mon retour pour des vidéos un peu plus proches de ma temporalité on va dire. En attendant, profitez bien des vidéos programmées, j'espère qu'elles vous plairont, c'est le mardi à 18h30. Et en attendant, je vous fais des bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. La bise! Ta-da-da.
Tan, tan. Ba-da-dam.